Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Alors, nous sommes des personnes de Continental. Donc, Continental, en fait, pour la plupart des gens, c'est les pneus sur les voitures. Donc nous, on n'est pas du tout dans cette section pneus. Donc nous sommes Continental Automotive. Donc Continental Automotive, il y a plusieurs business units. Et nous travaillons principalement sur les systèmes multimédia embarqués dans les véhicules. Donc, nous sommes situés à Rambouillet, donc pas très loin, sur un site qui compte 2 à 300 personnes. Et nous sommes au sein du service développement, donc avec Benoît, nous sommes responsables du service validation dans le développement. Donc, nous sommes chargés de valider les systèmes que l'on développe à Rambouillet ou de façon internationale. Et en fait, on est une équipe internationale puisque nous avons des gens qui testent, qui développent en soft sur plein de sites en fait, dans le monde, principalement en Allemagne, on peut être à Singapour, aux États-Unis, en Roumanie, à Shanghai également. Donc on a toute une équipe de tests qui est assez importante, on peut se répartir les tâches en fonction des clients sur les différents sites dans le monde. Donc, je dis ça parce que généralement, Continental, plus en ce moment avec l'euro, c'est les pneus Continental. Voilà. On a fait du matelot pour les pneus. En fait. Alors donc, notre service donc, à Rambouillet, c'est je dirais une vingtaine, trentaine de personnes, mais un peu comme toutes les entreprises, on a beaucoup aussi d'externes, on va dire, on sous-traite aussi pas mal de choses. Ça agit aussi dans nos méthodes et dans nos outils. Donc actuellement, comment on procède? On teste majoritairement sur base de tests fonctionnels, de façon plutôt manuelle, à partir des spécifications de nos clients et consignés dans une base de données propriétaire. Alors, qu'est-ce qu'on a cherché avec l'utilisation de Matelot? C'est à développer l'automatisation. Donc l'automatisation au niveau en amont, je dirais, la façon de créer nos tests, et en aval, de pouvoir automatiser également nos tests, c'est-à-dire créer quelque chose qui va aller jusqu'au bout, jusqu'à l'automatisation des tests. Alors donc on a découvert donc, le modèle base testing donc, il y a à peu près un an. On s'est plongé pour nous c'était quelque chose d'innovant, quelque chose de nouveau, qui pouvait nous amener des solutions pour augmenter la productivité et l'automatisation. Donc l'approche modèle base testing nous a vraiment interpellés. Le gain semble vraiment intéressant, vraiment important. Donc il nous fallait vérifier avec Matelot concrètement ce que ça donnait. Donc actuellement, en fait, on développe donc des systèmes multimédia pour les constructeurs automobiles. Nos systèmes, c'est pas des simples autoradios, mais c'est de plus en plus des systèmes connectés entre plusieurs calculateurs. Donc, mais ça reste des systèmes très dédiés utilisateurs, donc d'où le plus grand nombre de tests qui est fait de façon manuelle. Pour un gros projet qu'on a actuellement, on a écrit 12 000 test cases, donc 12 000 cas unitaires de tests, et on a écrit tout ça à la main. Donc ça a pris énormément de temps. Du coup, voilà pourquoi on est parti sur l'utilisation de Tempo, qui permet notamment la génération automatique de test case. Un des avantages de Matelot, pour nous, et également parce qu'on a besoin de fournir la traçabilité à nos clients, donc on part des spécifications de nos clients, on met dans une base interne de requirement qui est DORS, de IBM Rational. Tous ces requirements, on veut les mettre en face
de cas de test. Et donc c'est tout à fait possible avec l'outil Mateo. On peut importer directement une base qui vient de notre outil, de l'outil DORS, et faire des liens directs au niveau du modèle en lui-même. Ce qui nous a amené aussi une amélioration au niveau de l'automatisation du suivi de la couverture de test, d'une façon comme on peut intégrer DORS directement dans l'outil. Ça apporte énormément pour la traçabilité. Donc, on a commencé par développer justement, c'est une méthode complètement nouvelle pour nous, puisque c'est vrai qu'on partait des requirements et on écrivait des cas de test. Là, c'est une autre approche. Il faut vraiment définir un modèle. Donc, alors, un modèle de test, j'avoue qu'on s'est trompé au début parce qu'on a cru que c'était une représentation presque UML du système qu'on avait à tester. Et donc, avec l'aide de All4Tech, on a compris que c'était plutôt une représentation de la façon avec laquelle on allait réaliser les tests qu'on doit modéliser. Donc là, vous avez un exemple. On est parti sur une fonction Bluetooth d'un système multimédia en voiture. Et puis, on a développé un modèle qui tourne autour de la communication par Bluetooth dans le véhicule. Donc, comme nos systèmes sont quand même assez complexes et qu'il y a vraiment beaucoup de choses, pour démarrer le déploiement, on est parti sur une partie, on va dire un domaine, une feature, comme on veut, pour travailler sur ce domaine-là, qui était intéressant. Le Bluetooth, c'est quelque chose, il y a vraiment beaucoup de cas de tests possibles. Et dans la partie Bluetooth, il y a énormément de choses, on s'est concentré sur une partie sur les appels. On peut aussi faire du streaming en Bluetooth pour la musique sur nos systèmes. Donc je pense que vous ferez peut-être une présentation plus détaillée de l'outil créé. Bon, voilà comment nous on l'a mis en pratique dans l'outil Mateo. Donc il y a 3 niveaux dans Mateo. Donc d'abord il y a l'édition qui va être l'édition des modèles de test avec plusieurs, donc un modèle principal qui peut après se déployer en plusieurs sous-chaînes de tests. Voilà, à chaque fois qu'on peut descendre au niveau inférieur, on va pouvoir mettre en parallèle des tests que l'on peut faire. Donc là, par exemple, on veut vérifier l'état de pictogrammes qui sont affichés sur l'afficheur central du véhicule. Et on peut les mettre en parallèle. On va pouvoir tester, non pas de façon séquentielle, comme ce qu'on avait plus l'habitude de faire, mais là, on va les mettre en parallèle, ce qui fait qu'après, dans la génération automatique, on va pouvoir avoir une plus large possibilité de trouver des chemins différents pour pouvoir tester et trouver ainsi tous les problèmes potentiels qu'on pourrait avoir sur notre système et qui pourront arriver dans la vie du produit. Donc, je ne vais pas rentrer dans toute l'explication, puisque ça part quand même de la base des spécifications de nos clients. Mais le principe reste de suivre des chemins, de définir des chemins de passage pour définir un modèle complet. Donc là, par exemple, ici, pour faire tout ce qui était donc ça fait à peu près 8 panneaux différents pour définir la fonction d'appel téléphonique en véhicule. Pardon. Voilà, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails du tout. Une fois que le modèle est défini, on passe à la génération des test cases. Donc là, on l'a déjà fait dans un souci de gain de temps, mais l'intérêt de l'outil, c'est également la facilité qu'il a
de proposer des algorithmes différents pour réaliser les test cases. Donc, il y a plusieurs algorithmes possibles. On les détaillera juste après quand on va revenir dans les slides. Mais donc, alors, on va rentrer juste dans un ou deux en détail. Donc, il y a par exemple l'Arc Coverage qui est, on va dire, celui qui va permettre de passer dans tous les chemins possibles. Donc là, on est sûr d'avoir la couverture totale par rapport au modèle qu'on aura défini. Mais on n'est pas obligé de choisir tout le temps celui-ci. On en a d'autres qui sont possibles, par exemple du random, où ça va ne sélectionner que quelques chemins particuliers. Mais ça permet de faire des campagnes de tests plus ciblées, ou voilà, dans ce cas-ci, plus aléatoires, des cas qu'on n'aurait pas forcément pensé à faire. Alors en fait, aujourd'hui, avant de démarrer avec Matelot, on a déjà différents types de tests. On a aussi bien du test de roulage au véhicule, on a du test d'immunogration, on a ce qu'on appelle des L-tests qui sont tous les test cases qu'on vient d'expliquer. On peut aussi avoir des quick checks où chez nous on fonctionne depuis un an maintenant en ce qu'on appelle, vous avez peut-être entendu parler, des liquides, c'est-à-dire des tests qui doivent être effectués tous les jours sur un soft qui sort tous les jours dans le monde. Donc en fait, on doit prendre tous les jours un gros soft et pouvoir donner une vision. La validation doit donner au logiciel une vision de chaque soft chaque jour. Donc ça demande des changements drastiques pour pouvoir faire un minimum de tests chaque jour. Donc on voit avec tous ces algorithmes qu'on peut très bien mettre devant chaque algorithme des différents tests qu'on utilise chez Continental. C'est ça qui est très intéressant. Puisqu'on peut mettre différents types d'algorithmes pour faire du L-test, du test de non-régression, des quick checks, ou même aller jusqu'au test en véhicule. On peut définir avec un algorithme un certain nombre de test cases. On peut donner à nos rouleurs, chaque jour, à différents rouleurs, à différents scénarios, pour tester en véhicule tous les jours. Parce que nous avons des flottes de roulage avec des équipes de matin, des équipes d'après-midi. On peut donner des test cases différents et avoir tous les jours des retours de tests. Une fois qu'on a sélectionné ce type d'algorithme, on génère les test cases et ça donne on va dire une suite, enfin un document qui peut être présenté sous différentes formes. Je vais présenter un peu après. Là, on voit le format HTML, donc là avec un en-tête. Et puis derrière, on va voir toutes les étapes qui sont à passer durant la campagne de test. Donc ça va suivre le chemin qui est en orange. Et derrière, les tests réels qu'il y a à faire, et on peut mettre directement le résultat ici, avec des commentaires, avec... Là, on rentre dans chaque étape, chaque chemin du modèle qui a été défini. Je ne sais plus quel algorithme vous avez. C'est Arc Coverage. Arc Coverage, donc celui-ci, c'était, on va dire, le chemin complet, le plus complet qui puisse être trouvé. Et donc, pour notre modèle en lui-même, ça a fait pas loin de, je pense que c'est pas loin de 500 pas de test pour l'ensemble du modèle. Et là, on est sûr de passer dans toutes les combinaisons possibles. L'avantage qu'on a également avec les différents algorithmes, c'est qu'on peut générer des test cases très rapidement. Si on compare avec l'écriture manuelle des test cases, on écrit des test cases manuels, finalement c'est tellement long à écrire, à revoir, qu'on a un package de test cases, mais on va réutiliser une partie de cela. À chaque test, je vais prendre une partie, on va définir la suite de tests. Avec l'outil, on peut, en cliquant sur un bouton, une fois qu'on a fait le modèle, on choisit un algorithme, on peut générer des test cases nouveaux, et à revoir, c'est très facile avec le modèle, avec des collègues même sur d'autres sites. Donc finalement, c'est vraiment un gros avantage. L'outil permet aussi d'avoir des passages conditionnels, c'est-à-dire que ça va dépendre d'une variable qu'on peut définir. Là, par exemple, ça va être en fonction de savoir si notre téléphone a été reconnu et a été enregistré par le système multimédia dans la voiture, donc est-ce qu'il est
apéré. Donc voilà, et ça c'est une variable qu'on peut définir au début du modèle, qui peut évoluer au cours du test du modèle, et donc on va pouvoir passer dans les différentes étapes en fonction de ces variables. Donc l'outil permet la génération externe donc, à l'outil en lui-même de ces test cases, c'est-à-dire qu'on peut avoir des fichiers Excel, HTML, qu'on donne à l'équipe de test. Ce qui fait qu'ils n'ont pas forcément besoin d'avoir directement l'outil qui est ici pour pouvoir effectuer la campagne de test. On va revenir peut-être juste je vais peut-être vous laisser les paroles pour expliquer les différents. Donc voilà, on a parlé des différents modèles d'algorithmes de test. Pour avoir plus de détails, pour être sûr de ne pas se tromper, je préfère vous laisser. Avec tous des tests différents, soit des parcours, soit des transitions nouvelles. Ça c'est intéressant. En test statistique, il y en a de converger rapidement vers l'objectif de test et de façon aléatoire. Un target path qui permet de manuellement pouvoir mettre le chemin manuel dans le modèle. Le test aléatoire, donc ça ressemble au user oriented, mais qui ne prend pas en compte les poids que vous avez mis, mais des poids aléatoires. Le path coverage qui va permettre de faire tous les chemins possibles. Donc celui-là il est utilisé qui va faire tous les chemins possibles qui peuvent exister dans un modèle. Il faut utiliser sur des modèles qui n'y a pas trop de combinatoires possibles, parce qu'en général ça génère énormément de chemins. Et le plus probable, donc c'est un test déterministe qui va prendre les poids, et il va vous garantir de passer à chaque fois dans le poids le plus important, pour être sûr de faire les tests les plus soit risqués, soit utilisés, qui correspondent aux probabilités que vous avez mises dans une. Et un nouveau que je montrerai tout à l'heure, c'est de pouvoir générer des chemins en fonction des exits. Merci. Donc voilà, on va pouvoir dédier, en fonction du type de test qu'on a, un type d'algorithme. Donc, comme je l'ai rapidement évoqué tout à l'heure, en fait, l'ensemble des test cases que nous on appelle des test suites peuvent être exportés sous différents formats, sous Excel, sous PDF, sous HTML, sous Word. Et comme je l'ai dit, ça nous évite, ça nous permet plutôt d'avoir une personne qui est un architecte de test chez nous, qui va aller développer le modèle, qui va faire la génération de ces tests suites, et il va pouvoir le donner à l'équipe de test, sans qu'ils aient à forcément utiliser tout l'outil Mathéo. On va se retrouver avec un fichier Word ou un fichier HTML, qui vont pouvoir suivre pas à pas, remplir, et ainsi donner en fin de campagne de test. On avait un exemple tout à l'heure. Ce qui fait qu'au niveau déploiement, on n'a pas besoin de former les centaines de testeurs à rigueur dans le monde qui vont utiliser après les fichiers. Donc une autre facette qu'on a découvert dans Mathéo, c'est la possibilité de nous aider dans nos tests automatiques. Donc, actuellement, nous avons des bandes de tests automatiques, comme vous pouvez voir un peu sur la droite, qui nous permettent de faire des scripts tout en regardant d'un point de vue de faire une analyse vidéo, audio et de certains bus de nos systèmes multimédia. Mais pour pouvoir enchaîner les actions qu'on veut faire, on écrit des scripts sous Excel qui sont lus directement sous un logiciel National Instruments testant. On a utilisé donc Mathéo pour essayer de générer en automatique ces scripts. Donc on a défini un modèle pour une fonction donnée et l'outil permet justement la génération automatique. Donc on lui a défini le même canevas que nous, notre banc attendait. Et on a pu générer des scripts en automatique qu'on a pris directement, qu'on a envoyé à notre banc de test et c'est passé en direct sans aucune retouche à faire. L'intérêt là encore, c'est que en modifiant le type d'algorithme utilisé, on va pouvoir générer d'autres types de scripts
auxquels on n'aurait pas forcément pensé ou qui seraient très très bons pour nous à redéfinir à chaque fois? Typiquement, c'est pour ce que je disais tout à l'heure, les tests à faire chaque jour quand on a un nouveau build. On peut très bien imaginer changer les test cases, lancer la génération des test cases et les entrer directement dans nos bancs ATB. Ce qui nous permet, plusieurs bancs ATB, ce qui permet de déployer, si on veut tester des configurations de nos systèmes différents, comparer des versions, comparer des softs, ça permet d'aller vite. C'est ça l'intérêt. De A à Z, on peut générer automatiquement les test cases et les exécuter automatiquement sans vraiment énormément d'efforts. Ça a été vraiment simple de faire la transition des test cases générés automatiquement avec Maclo jusqu'à nos bancs qui étaient propriétaires à TV. Voilà un type de script que nos bancs acceptent et qui a été généré automatiquement par Matelo. Si bougez plus. C'est bon. Voilà, donc il y a un canevas très particulier que notre banc accepte. On l'a défini dans Matelo et il s'est généré automatiquement en suivant le modèle de test. On a voulu faire une synthèse ici des points, des avantages et ce qu'on voit, toute transparence, potentiellement des points qu'on peut améliorer. Donc, au niveau des avantages, le premier point, c'est vraiment la réduction importante du temps d'écriture de test cases. Et un autre point important, c'est la maintenance. La maintenance des test cases aujourd'hui, en manuel, c'est très compliqué. Vous avez un CR qui tombe du client ou un CR interne. Pour aller regarder en manuel dans les test cases, qu'est-ce qu'il faut retoucher comme test case, est-ce qu'il faut en rajouter, lesquels il faut modifier, adapter en fonction de ce qui est touché dans le CR. Alors, pour ceux qui ont déjà fait, c'est quand même assez long et il y a des risques de se tromper. Donc là, le point important, c'est vraiment la maintenance des test cases une fois qu'ils sont créés. On peut facilement les régénérer lorsqu'on a un CR, par exemple un ténor. Deuxième point, on en a parlé, mais c'est donc les nombreux algorithmes qui existent et pour lesquels on peut les adapter à chaque test. Donc je vais revenir dessus, je pense. Parlez dessus. Mouvement. Alors, le troisième, c'est la réutilisation des modèles entre les projets. Enfin, entre les projets, mais aussi entre les différents sites que l'on a au niveau des tests. Donc, une fois que vous avez un modèle, vous pouvez très facilement le réutiliser pour un autre projet. Donc là, également, on gagne du temps. Vous pouvez partager facilement les modèles entre différents sites, entre différents architectes de test. Le suivant, c'est la traçabilité. Donc, pour nous, c'est impératif vis-à-vis de nos clients de montrer qu'on a bien couvert toutes leurs exigences. Donc, la possibilité via l'outil de pouvoir mettre en face de chaque exigence un cas de test ou un lien dans le modèle, c'est primordial. Et donc, c'est totalement réalisable avec l'outil. L'augmentation de la couverture de test, donc, là c'est par rapport au test case manuel. Donc en commençant à déployer Maclo, on a bien vu effectivement qu'on pouvait, grâce à la génération automatique, en comparant le test case manuel, pour un staffing donné, pour un temps donné, on augmente la couverture de test. Point suivant, c'est le fait d'avoir un modèle à relire. C'est beaucoup plus simple à faire que d'aller relire chaque test case unitairement. Comme vous voyez, je vous ai dit au début de notre présentation, pour le modèle, un des gros projets actuels, on en a 12 000. Les relire un par un, c'est titanesque. Ça prend du temps. Ça prend trop de temps et trop d'argent. Donc, par contre, la revue d'un modèle est beaucoup plus aisée et elle permet aussi d'être faite
non plus que dans notre équipe validation, mais également avec nos équipes de définition des spécifications. Également, ça permet aussi une uniformisation, c'est-à-dire que si on définit des modèles, par exemple la fonction Bluetooth, globalement maintenant ça devient un peu standard la façon dans laquelle c'est utilisé dans les différents systèmes multimédia que nous développons. Donc on va pouvoir le réutiliser sur un autre projet et pouvoir le passer à des collègues, par exemple allemands, qui vont pouvoir le reprendre, l'adapter pour faire la traçabilité aux exigences de leurs clients, mais dans les grandes lignes, ils vont pouvoir rester sur le même modèle de test. Alors le dernier point, c'est, on en a parlé tout à l'heure, c'est le besoin en nombre de licences qu'on limite nous aux architectes de test, qui eux vont définir les modèles et leur génération. Et on n'a pas besoin pour l'ensemble des testeurs dans le monde d'acheter des licences pour être testeur. Comme potentiel d'amélioration, ce qu'on a vu, c'est vraiment une nouvelle façon de penser le test. C'est-à-dire que c'est vrai que jusqu'à présent, ça fait des années qu'on fait des tests basés sur les spécifications, un par un, on écrit des test cases un par un à la main. Là, c'est vraiment une autre façon de penser. Donc, forcément, il faut passer par des formations, de l'aide avec la société Wolfortec. Mais globalement, on rentre assez vite dans le système. Une fois qu'on a compris la philosophie, ça va assez vite d'aller développer des modèles. C'est pas non plus insurmontable. On a vu quelques améliorations qui peuvent être faites au niveau des générations des rapports de test. Donc, vous avez vu des exemples côté HTML, mais voilà, donc il y a des sorties en Excel. Si vous voulez faire des macros derrière pour pouvoir récupérer l'ensemble des résultats, voilà, il y a des améliorations possibles qu'on voit, on en discute avec Wolfortec et qui sont aussi qui nous aident à pouvoir trouver plus rapidement ce qu'on attend d'un rapport de test. L'outil est toujours en développement constant chez Wolfortec, donc nous on trouve parfois quelques bugs, bon ça arrive, mais voilà, on est bien soutenu par la société qui corrige assez vite et qui fait des versions correctives très très régulièrement. C'est pas du tout un point de blocage. Et enfin, pour l'algorithmie, l'ARC coverage qui pour nous est le plus intéressant pour l'instant de ce qu'on a vu. Il a tendance à générer des test cases avec beaucoup trop de pas. Donc comme on a vu tout à l'heure, ça faisait 500 pas pour un seul fichier, c'est trop pour une équipe de test. Donc il y a des évolutions en cours autour de l'outil qui sont bientôt en place et qui vont permettre de pouvoir découper en plusieurs étapes plus réduites. Donc nous, l'outil, on a pu le comparer à ce qu'on faisait de façon manuelle avant. Donc on a notre équipe de test à qui on a envoyé des fichiers de test suite. Et ils ont passé les campagnes et on a pu comparer avec ce qu'on avait fait de façon manuelle avant. Donc on a vu vraiment le gain en termes d'exécution de passage de test. Donc en écriture du modèle, on l'a vu également, mais aussi beaucoup en écriture de passage de test. Et c'est donc grâce à cette comparaison qu'on a pu faire justement toute cette synthèse qu'on vous présente aujourd'hui. Merci à vous. Vous avez garanti que le modèle était le bon. C'est le premier modèle qu'on a fait, effectivement. On s'est dit, mais est-ce qu'on est sur la bonne voie, parce que c'est là qu'il y a toute la valeur ajoutée. Et donc, on a appelé un petit peu le Wolfortec pour faire une revue avec eux, et on a vu effectivement qu'à un certain moment, on n'était peut-être pas tout à fait dans la bonne direction, dans la façon de créer le modèle. On a corrigé très rapidement. Il faut vraiment comprendre l'état d'esprit de faire le modèle. Par contre, après, il y a un déclic. Et une fois qu'on a vraiment bien compris comment on peut faire le modèle, vers où on veut aller, voilà, ça marche beaucoup mieux. Et après, je pense qu'avec l'expérience, quand on aura
déployer complètement avec tous nos architectes de test, en mettant ces gens-là ensemble pour faire des revues des modèles, on pourra verrouiller, je dirais, la façon de faire les modèles. C'est vrai que si on se trompe au niveau du modèle, on comprend bien que derrière, quand on va générer les test cases, on a un risque effectivement de se tromper. Donc effectivement, il faut bien verrouiller le... Mais ça reste plus rapide que d'écrire des test cases tous un par un et de les relire un par un. Et là, comme je disais juste avant, c'est que ça nous a permis d'aller voir justement les personnes qui définissent ces architectures chez nous. Et le fait que ce soit plus graphique, c'est beaucoup plus simple pour relire le modèle derrière. On a vu que ça permet effectivement d'échanger en interne plus facilement entre les services, entre les requirement managers, les architectes, même des softeux et nous au niveau des tests, des équipes de tests. Ça permet d'échanger plus facilement. J'ai une question sur l'exploitation des résultats, des campagnes de test. C'est des campagnes random. Comment vous exploitez les résultats quand vous avez des défauts qui sont relevés? En fait, nous, dès qu'on a un défaut, on le rentre dans une base de données interne de gestion des défauts. Il faut donc, analyser l'origine du défaut, cerner le défaut. Oui, mais donc du coup, grâce à l'outil, puisque c'est un test case, on sait exactement par où on est passé. Donc on a vraiment la description initiale de ce qu'on a exécuté et on a le résultat. Donc tout ça, nous, on l'écrit dans notre base de données interne de gestion de défauts. Et on a directement, donc, le but de nos campagnes de test, justement, c'est de trouver des défauts. Donc, pas tellement l'inverse, pas tellement de prouver qu'on n'a pas du tout de problème. Donc, En fait, vous descendez aux testeurs des fichiers Excel ou des fichiers Word. Comment est-ce que vous remontez le résultat des testeurs? Est-ce que c'est les testeurs qui tapent directement dans la base de données pour taper les bugs que vous avez trouvés? Et comment est-ce que vous avez une trace du fait que le test a été exécuté ou pas? Donc oui, on donne source, enfin, c'est pas vraiment source, c'est les fichiers Excel où on a, nous on l'a fait sous Word et sous HTML, donc on a fait les deux pour pouvoir évaluer la différence. On l'a donné à l'équipe de test qui a pu rentrer directement les résultats dedans et une fois à la fin du test, ils nous ont envoyé les fichiers complétés. D'accord, et donc pour exploiter le fait que tous les tests sont passés, il y a après des moulinettes qui passent sur ces fichiers Word et Excel pour extraire une couverture de tests passés. Alors nous on a une base, on a un autre outil qui s'appelle Citampo, qui est un outil dans lequel jusqu'à présent on met tous nos résultats de test de toutes nos campagnes. C'est peut-être ça le mot que vous voyez dans votre esprit peut-être. Donc en fait, nous les résultats sont rentrés dans cette base-là et on pourrait rentrer, donc c'est pas le cas aujourd'hui, mais moyennant une passerelle, tout ça on a vu ça avec Fortech, moyennant une passerelle, on peut automatiser le report dans notre outil qu'on utilise aujourd'hui, qui s'appelle Citampo, donc les résultats OK, not OK, pass, not pass, etc. C'est vraiment le point que je viens d'évoquer, c'est-à-dire qu'au niveau des rapports de test, voilà, on travaille avec Call4Tech pour avoir quelque chose qui est assez simple pour nous, pour récupérer les résultats et pour pouvoir les centraliser. Parce qu'en effet, on va faire plusieurs fichiers Excel pour différentes fonctions et le but est bien à la fin de les unifier pour avoir un document unique à présenter à notre client ou en interne. Il faut également que le testeur rentre son PR dans la base, un autre outil dans la base de PR. Oui, excusez-moi, j'ai une question là. Les modèles de test pour le test manuel sont forcément différents des modèles de test pour le test automatique, j'imagine? Non. C'est-à-dire... En fait, aujourd'hui, on travaillait avec des test cases qui étaient écrits manuellement. Non, ce que je veux dire, c'est que le modèle de test que vous nous avez montré... Pour nos bancs automatiques, oui, je comportais des directives qui s'adressaient visiblement à un testeur manuel. Quand il s'agit de générer des scripts de test qui seront passés automatiquement, il faut formaliser beaucoup plus. En fait, on peut utiliser le même. Après, c'est des fonctions qu'on rajoute en plus qui permettent la génération de scripts. Donc même sur un modèle qui sert à du test manuel au final, on peut rajouter justement toute la couche supplémentaire qui permet de faire la génération de notre fichier Excel. Donc en fait, vous avez un seul modèle ou un ensemble de modèles qui seront utilisés à la fois pour produire des tests qui vont être passés à la main
et pour produire des tests qui vont être passés automatiquement. Exactement. Avec un très. Bon, j'ai une autre question. Donc, vous avez pris la décision de déployer opérationnellement aujourd'hui ces approches? Oui, on commence le déploiement. D'accord. Après, il y a une autre entreprise où je pense qu'ils sont beaucoup plus en aval que nous. Nous, on est vraiment en amont. Et ça fait 1 an qu'on utilise un cloud pour commencer à déployer. Je ne dis pas qu'on déploie dans tous les sites aujourd'hui. Ça, c'est l'étape d'après. Aujourd'hui, on a déployé uniquement en France. Et quelle est la part de tests qui va être couverte par cette approche? Est-ce que vous gardez des tests manuels, enfin des tests écrits à la main ou pas? Le but au final, ça va être justement de remplacer notre outil actuel d'écriture manuelle. Donc tous les tests seraient... C'est notre objectif. Et qui écrit les requirements et comment ça se passe pour l'import? Les requirements, chez nous, il y a des gens qui sont dédiés pour ça, qui s'appellent des requirement managers, qui sont en interface avec le client, avec les architectes, et c'est eux qui écrivent les requirements. Ils reçoivent les specs et ils écrivent les requirements et vous les implantez dans... On a les requirements clients et après on a des requirements système interne, c'est eux qui écrivent ces requirements système interne. Oui, donc est-ce qu'on fait du model in the loop et du hardware in the loop? Non, pareil. Parce qu'en fait, nos systèmes sont très dédiés utilisateurs ouverts. C'est pas vraiment des calculateurs où on peut se permettre de faire du hardware in the loop. Donc vous l'utilisez qu'à un seul niveau de validation, Microsoft? Matelot, chez Continental, en fait, on est pour l'instant les seuls dans notre service validation à utiliser du Matelot. C'est ça la question. En fait, moi, ma question, c'est par rapport au système qui est sous test. Il peut être soit modélisé, soit dans un calculateur, comme vous l'avez dit. Et je ne sais pas si c'était le cas chez vous, mais moi, j'aurais bien voulu savoir si vous l'utilisez à plusieurs niveaux de validation ou simplement à un seul niveau de validation. Alors, non, il y a quand même 2 niveaux, c'est-à-dire qu'il y a un niveau, on va faire manuel, et après tout ce qui est test automatique. C'est vrai qu'on a quand même pas mal de choses où on va essayer de faire de l'endurance, des tests d'endurance. Donc ça peut se rapprocher de SIM ou HIM. Donc c'est ce qu'on fait justement avec notre modèle automatique et qui est innovant de test automatique. Mais l'environnement reste unique en endurance ou en fonctionnel. C'est du hardware. Oui. C'est pas du modèle. C'est pas du site. En fait, on utilise vraiment nos systèmes en test. On n'est pas sur des simulations sur PC. En fait, c'était ça la question. J'ai une question. Après 1 an d'utilisation, donc là maintenant les test cases sont automatiques. C'est ce que j'ai compris. Est-ce que vous avez été capable d'évaluer le nombre d'erreurs, du coup, la réduction des erreurs, parce que quand on le fait manuellement, on fait forcément des erreurs, grâce à l'automatisation. Et deuxièmement, est-ce que vous avez pu évaluer le gain sur le time saving associé par le fait d'avoir un système automatique? Alors la création du modèle forcément prend du temps. À partir du moment où le modèle fonctionne, la rédaction des test cases, ça a l'air d'être très rapide. S'il y a des modifs de requirements, on a tout de suite le système qui tourne automatique. Donc sur un projet complet, est-ce que vous avez pu évaluer les deux? Alors, au niveau du gain, on a une première estimation. Là, on est en train de travailler pour refaire recalculer exactement combien on gagne, puisque au niveau de notre management, on est en train de nous demander justement la même question que vous avez là. Donc on est en train de travailler. On a une première estimation, on l'a déjà fait, mais là je voudrais revoir maintenant à combien on est. Là je ne pourrais pas vous le donner. Sinon par rapport à la première question, c'était... J'ai oublié la première. Donc d'erreurs. Les erreurs. On n'a pas vraiment fait pour l'instant, on n'a pas des données chiffrées pour l'instant. Donc, je ne sais pas, je vous en donner. Oui. Est-ce que le choix de Matelot a été fait après une étude du marché? Non, on a découvert l'outil et on est parti direct en fait. J'ai vu qu'il y avait peut-être d'autres concurrents. Ça s'est creusé. Moi, personnellement, j'ai pas beaucoup creusé.
est parti vraiment. Ça nous a tellement interloqué au départ qu'on est parti tout de suite pour évaluer le système et partir déjà dans cette direction. Donc, au niveau de la concurrence, je ne saurais pas vous dire. Vous n'avez pas parlé des données de test en fait que vous utilisez. Est-ce que le produit vous a apporté quelque chose sur la gestion des données de test? Et est-ce que c'est un point important par rapport au modèle? Comment vous synchronisez vos modèles avec les données de test? Vous pouvez donner un exemple de ce que vous entendez par données de test? Vous avez parlé de Bluetooth par exemple, donc j'imagine qu'il y a plein de chemins dans Bluetooth, donc il y a plein de cas de tests différents, et donc à partir de là, soit vous avez tout mis, soit vous avez mis toutes vos données à l'intérieur du modèle, et là vous n'avez pas de gestion externe des données. Par contre, si vous avez des centaines de cas de tests pour un chemin particulier, peut-être que vous avez utilisé des données en ingénierie. Ouais, tout est dans le modèle. D'autres questions? Bon, la première question. Les modèles que vous avez faits, c'était sur des projets sur lesquels vous êtes parti from scratch, ou bien c'était sur des projets existants? Non, c'était des projets qui étaient déjà démarrés, des projets en cours. Donc ça veut dire que vous deviez tester la nouvelle fonctionnalité, mais vous avez dû modéliser toute votre application. Non, on a fait, comme on a expliqué, pour l'instant dans le déploiement, on a fait une partie du projet complet. On a pu faire on n'a pas pu modéliser tout le système. On est parti sur un domaine, sur un sous-domaine, une fonction, tous. Le reste, pour l'instant, on n'a pas déployé jusque-là. On a d'abord déployé sur un domaine. C'est assez complexe. Donc, après, il faut plus de travail pour aller modéliser l'ensemble du système multimédia. Donc, quels sont les arguments que vous avez pu donner à vos chefs de projet pour dire à partir de maintenant, je vais modéliser votre application et de là, je vais générer les test cases? Les mêmes que vous voyez là. Tout à l'heure, donc le gain de temps. Mais ça, tu ne peux pas le dire au début. Tu as une courbe d'apprentissage qui fait que ça va te coûter plus cher au début. Oui, mais quand on fait le ROI, au niveau du déploiement, il n'y a pas énormément de surcoût au niveau de la formation de N personnes. C'est ça l'avantage, c'est que vous allez prendre un noyau de personnes que vous avez formé et qui, eux, vont... le noyau est très petit, hein. On n'a pas besoin de déployer ça sur une cinquantaine de personnes. On l'a fait sur quelques personnes à Montpellier qui ont créé cette partie du modèle avec le support de Fortec et on a pu comme ça démarrer rapidement. Et le ROI, en fait, quand vous faites le calcul de l'investissement, de la formation, des licences, par rapport à ce que vous gagnez derrière en temps d'exécution, d'écriture de test case, vous ramenez ça à un projet complet, les chiffres ne pas. Excusez-moi, je vais démarrer. Mais je rebondis par rapport à ce qui vient d'être dit. Vous êtes parti de ce qu'on appelle des fonctions matures. Des fonctions matures, c'est-à-dire que les spécifications étaient relativement stables. Oui, on est parti d'un projet qui existait effectivement. Après, par contre, on a pris un domaine qui était assez touchy, le Bluetooth, il y a quelque chose, donc on s'est dit, tiens, on va prendre cette partie-là. Je pense qu'il est important de savoir là-bas. Oui, c'est le déploiement, pour synchroniser le déploiement avec un nouveau projet, il faut tout synchroniser, c'est pas évident. Là, de prendre en compte de route sur un projet qui était assez conséquent, déployé dans le monde, on a pris une partie. On ne peut pas prendre le risque de tout casser en une seule fois sur le projet. C'est également qu'on avait des données précises sur qu'est-ce qu'on attendait sur un modèle donné, qu'est-ce qu'on pouvait trouver comme bug dans nos systèmes, est-ce qu'on allait trouver les mêmes avec l'outil ou pas. J'avais une question. 12 cas de test, c'est vraiment volumineux. D'une version à l'autre, est-ce que vous avez pu expérimenter la définition de la stratégie de test? Parce qu'il ne s'agit pas de refaire les 12 cas de test à chaque version. Oui, aujourd'hui, c'est le problème qu'on a si on reste en manuel, en fait. Il faut définir manuellement, on a un nouveau soft, qu'est-ce que je repasse comme test?
Donc en fait, en générant automatiquement les cas de test, déjà on gagne un temps énorme et on choisit les algorithmes qui vont bien pour adapter au type de test que l'on veut faire. Ok. Tantôt, tu parlais de 12 000 cas de tests, je crois. Oui. Ça, c'était les cas de tests que tu avais dessinés annuellement. C'est un projet. Et c'est surtout le projet, là. Tout le projet. Ok, donc c'est pas ça que vous avez modélisé. Non, pas tout ça. Vous n'avez pas fait un essai, ok, je le fais manuellement, j'ai X cas de tests, je le fais avec un vélo et j'obtiens Y. Si, c'est ce qu'on a fait sur le Bluetooth. Et quelle était la différence, quel était le... Ok, je n'ai pas les chiffres en tête. Vous avez dit 500, je crois. 500 pour le subsystème Bluetooth, là, non? Oui, ça c'est ce que l'outil a généré. On a généré 500, mais j'ai plus en tête la quantité qu'on avait au départ dans notre base de données. Et le fait que vous n'ayez pas développé le système complet, parce que c'est compliqué, vous avez dit, c'est normal, on apprend, donc on fait des subsystèmes d'abord. Mais le fait que finalement vous n'ayez pas développé ce système complet, c'est assez perturbant. Enfin, moi, personnellement, ça me perturbe. Ça veut dire, soit vous avez décidé de déployer, alors que finalement vous ne l'avez pas validé sur un système complet, et on en revient à ce que je disais, c'est peut-être trop lourd, trop compliqué, c'est un peu ce que vous avez évoqué d'ailleurs. Non, parce qu'en fait, on a choisi Bluetooth qui lui-même, c'est un sous-domaine qu'on a pu sortir du projet complet pour ne tester que lui, en fait. Il fallait qu'on trouve un. Parce qu'on n'avait pas le temps au départ de faire un projet complet. C'est-à-dire que, quelle est l'évaluation pour vous en termes de temps, en termes de ressources, pour développer le système complet? C'est-à-dire, il vous faut encore 18 mois, 24 mois, 6 mois? À quel horizon vous avez la capacité de développer votre modèle complet, possible de générer les 12 000 cas de tests? Peut-être plus d'ailleurs. Probablement plus d'ailleurs. Vous me laissez calculer. Bon. J'avais encore une question sur les data, moi. Mais est-ce que vous passez par des classes d'équivalence ou est-ce que c'est des data fixes sur chaque transition? Est-ce que c'est plutôt l'outil qui va stimuler des valeurs c'est des classes variables? C'est des classes d'équivalence, c'est ça? Donc il va chercher aléatoirement des valeurs parmi les classes d'équivalence pour chaque paramètre. D'accord, merci. Bonjour, je voudrais revenir sur les formations. Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez formé des gens. Pour savoir combien de temps ça prend une personne pour s'imprégner de l'outil, en fait. Comment ça va pour utiliser l'outil dans la formation, c'est 2 jours. Après, je dirais qu'en revenant chez Continental, au bout d'une semaine, une semaine, on atteint déjà un niveau qui est pas mal, donc très similaire. Il ne faut pas énormément de temps non plus. Oui, bonjour, moi j'ai une question sur les campagnes globales une fois qu'elles sont établies. Plusieurs questions d'ailleurs. Premièrement, je vais vous demander combien de campagnes vous avez effectuées avec l'outil actuellement, à peu près. Sur le Bluetooth? Ouais, si c'est de l'ordre d'une 2 campagnes ou si sur un an vous avez plusieurs dizaines de campagnes de tests. 2-3. 2-3. Ok. Parce que je suis d'accord que le principe de scénariser différemment la campagne, ça permet de faire varier les jeux de test. On ne teste pas tout le temps la même chose, on ne corrige pas tout le temps le même niveau de bug. Mais moi je fais des tests de non-régression finale. J'ai la campagne complète de la version -1 moins jouée. Est-ce que je peux sortir ma campagne précédente et la régénérer avec... Pour les tests de non-régression, effectivement, le but c'est de refaire les mêmes. Ouais. On choisit les mêmes test cases et hop, c'est parti. Après, c'est un but, il y a les tests de non-règles, les tests, les checks, etc. Pour les tests de non-règles, effectivement, on peut le faire. Et si à un moment donné vous décidez de changer les test cases pour toute une vague après, on peut aussi. Bonjour, j'aimerais savoir en fait combien de personnes ont été monopolisées pour la mise en place de Mateleo en fait, de votre structure. Sur la toute dernière année, c'est-à-dire que autant les concepteurs du modèle que les personnes qui vont le tester. Si on compte
Nous deux, architecte de test et testeur. Ça fait 7-8 personnes. D'autres questions? Vous aurez l'occasion de reposer des questions après. Hein.